Bienvenue sur la chaîne Histoire d'OVNI. Abonnez-vous, car nous publions chaque jour des histoires d'OVNI basées sur des faits réels. Soutenez-nous. Aimez notre chaîne si vous appréciez ce que nous faisons pour vous. 21 juin 1947, 14 heures, Puget Sound, Washington. Un patrouilleur tanguait au large de la côte est de l'île Maury. Harold Dahl, le capitaine, le guidait le long du rivage. À bord se trouvaient deux membres d'équipage, son fils Charles, Canson et leur chien. Le soleil était haut, la mer calme. Il patrouillait les eaux à la recherche de rondins flottantes, une activité courante pour les bûcherons de la région. Dahl lève les yeux du volant et se fiche. 6 énormes objets en forme de beignet sont suspendus dans le ciel au-dessus d'eux. Chacun mesure environ 30 mètres de diamètre et crée au centre. L'un d'eux est plus bas que les autres, semble endommagé et fume. « Papa, qu'est-ce que c'est ?» La voix de Charles tremblait de peur. Dahl ne put répondre. Il n'avait jamais rien vu de tel. Les objets restaient immobiles, comme s'ils défiaient les lois de la physique. Soudain, l'objet endommagé se met à cracher ce qui semble être des milliers de feuilles de papier par un trou central. Ces feuilles, comme on le découvrira plus tard, sont constituées d'un métal blanc très léger qui flotte vers le sol. Mais ce n'est que le début. Une substance ressemblant à de la lave en fusion commence à s'échapper de l'objet. Des morceaux incandescents tombent sur le pont du bateau. Le chien est touché de plein fouet et meurt sur le coup. Charles hurle lorsqu'un éclat d'obus lui brûle la main. L'odeur de chair et de fourrure brûlée emplit l'air. « À terre! Tous à terre !» crie Dahl, poussant le moteur à bout. Il dirige le navire vers la rive la plus proche, l'échoue et se cache sous les rochers jusqu'à ce que la pluie ardente cesse. Les objets disparaissent aussi soudainement qu'ils sont apparus. Ce qui se passera dans les 6 prochaines semaines deviendra l'un des chapitres les plus mystérieux et les plus tragiques de l'histoire de l'Amérique en 1947. Une année qui restera dans l'histoire comme l'été des soucoupes. Le soir du 21 juin, Charles Dahl repose dans un hôpital de Tacoma. Une infirmière examine son bras. La brûlure est étrange. Les bords de la plaie semblent fondus, comme si le métal avait traversé la chair. Le garçon est en état de choc, note-t-elle dans le dossier. Il n'arrête pas de parler de pierres brûlantes tombant du ciel et d'un chien mort. Harold est assis dans le couloir, serrant dans ses poches plusieurs fragments de l'étrange matériau, de légers morceaux blancs comme de la pierre ponce et de lourds éclats ressemblant à des scories. Ses mains tremblent. Il pense à ce qu'il va raconter à ses supérieurs. Qui croirait une telle histoire ? Monsieur Dahl, la voix du médecin brise sa stupeur. Votre fils ira bien. Mais j'ai besoin de savoir exactement ce qui a causé ces brûlures. Cela ne ressemble pas à un accident du travail classique. Dahl reste silencieux. Comment expliquer ce qui ne l'est pas ? Un accident en mer, finit-il par dire. Du métal brûlant, provenant d'un autre navire. Le médecin le regarde avec suspicion mais n'insiste pas. Après tout, on est en 1947, et chacun a droit à ses secrets. 22 juin, matin. On frappe à la porte de la maison de Dahl. Un homme en costume noir se tient là. Grand, plus d'1,80 m, musclé. Costume noir, chemise blanche, cravate noire, chapeau noir. Une Buick noire de 1947, toute neuve, égarée au bord du trottoir. « Monsieur Dahl », dit l'inconnu sans le saluer. « Il faut qu'on parle d'hier. Allons prendre le petit déjeuner. » L'homme ne se présente pas et ne montre aucune pièce d'identité. Mais il y a quelque chose d'impérieux dans ses manières, quelque chose qui force Dahl à obéir. Ils se rendent dans un restaurant du centre-ville de Tacoma. Un événement incroyable se produit au petit déjeuner. Sans attendre que Dahl prenne la parole, l'homme en noir se met à décrire les événements de la veille avec une minutie méticuleuse. Les 6 objets, la chute de Scorie, la mort du chien, la blessure de Charles. Comment le sais-tu ? Dahl peut à peine parler. Vous avez vu quelque chose que vous n'auriez pas dû voir, répond l'homme. Pour la sécurité de votre famille, mieux vaut oublier cet incident. Tu me menaces ? L'homme finit son café et se lève. Je vous préviens, il y a des choses qu'il vaut mieux laisser de côté. Pensez à votre fils. Après la visite de l'homme en noir, Dahl contacte son patron, Fred Chrisman, et lui raconte l'incident. Chrisman insiste pour voir la scène. Le lendemain matin, ils partent pour l'île Maurice. Chrisman rapporta plus tard que le rivage était jonché de débris étranges. Il en préleva des échantillons. Le lendemain, il affirma avoir aperçu un de ces objets dans la même zone.
Harold, dit Chrisman en examinant les fragments, cela pourrait être important, très important. Mais il faut être prudent. J'ai déjà été menacé, répond Dahl. L'homme en costume noir connaissait tous les détails. Chrisman réfléchit. Peut-être que l'armée effectue des tests. Peut-être avons-nous assisté à une expérience secrète. Ou peut-être, Dahl regarde les fragments carbonisés, c'était quelque chose de complètement différent. Le 24 juin 1947, le pilote Kenneth Arnold rapporte avoir aperçu 9 objets brillants près du mont Rainier. Son récit fait la une des journaux nationaux, donnant naissance au terme « soucoupe volante ». Soudain, des Américains commencent à signaler la présence d'objets étranges dans le ciel. Dahl et Chrisman décident de contacter Raymond Palmer, éditeur du magazine Amazing Stories, à Chicago. Il lui propose des fragments du prétendu OVNI. Palmer, intrigué, demande à Arnold d'enquêter sur l'incident de l'île Maury. Le 29 juillet, Arnold arrive à Tacoma et s'installe à l'hôtel Wenger. Le soir même, le téléphone sonne dans sa chambre. « Monsieur Arnold ?» La voix au téléphone était froide et impersonnelle. « Nous savons pourquoi vous êtes ici. » Rencontrer Dahl pourrait être dangereux. « Qui est-ce » demande Arnold. Mais la ligne sonne déjà. Le 31 juillet, le capitaine William Davidson et le lieutenant Frank Brown du renseignement militaire de Hamilton Field, en Californie, arrivèrent à l'hôtel Wenger. Arnold les avait convoqués pour enquêter. Arnold, Dahl, Chrisman, le capitaine de l'armée de l'air A.J. Smith et 2 officiers du renseignement se réunirent dans la chambre d'hôtel. Dahl est nerveux. Son témoignage est confus, changeant plusieurs fois de détails. Chrisman, plus confiant, insiste sur l'authenticité des découvertes. Davidson et Brown examinent les fragments. Ils posent des questions et prennent des notes. À la fin de la réunion, Chrisman leur remet une boîte de céréales contenant des échantillons du matériel. « Nous allons l'emmener au laboratoire », dit Davidson. « Il faut une analyse approfondie. » Les officiers semblent inquiets. Quelque chose dans ces fragments les dérange. Le 1er août 1947, vers 2 heures du matin, un bombardier B-25 transportant Davidson et Brown décolle de la base aérienne de McCord. À bord se trouvent également le sergent Elmer Taft et le technicien Woodrow Matthews. 20 minutes après le décollage, le moteur gauche prend feu. « Mayday! Mayday !» Brown lance un signal de détresse. « Feu dans le moteur gauche !» Perte d'altitude. Taft et Matthews parviennent à s'échapper. Davidson et Brown restent aux commandes, tentant d'éloigner l'avion en flammes des zones résidentielles. Ils sont tués lorsque le B-25 s'écrase près de Kelso, dans l'État de Washington. Selon le rapport officiel, l'avion transportait du matériel top secret. L'armée a immédiatement bouclé le lieu du crash et interdit toute prise de photos. La boîte contenant les fragments de l'île Maury n'a jamais été retrouvée parmi les débris. Le 2 août, le Tacoma Times a reçu un appel anonyme. L'appelant a indiqué aux journalistes que le B-25 avait été abattu parce qu'il contenait des débris de soucoupes volantes. Le rédacteur en chef du journal, Paul Lentz, tente de vérifier l'information, mais se heurte au silence. L'armée refuse tout commentaire, et le FBI lance sa propre enquête. Des rumeurs se répandent dans toute la ville. On murmure qu'il y a un complot, une tentative de dissimulation. Certains affirment avoir vu d'étranges lumières dans le ciel la nuit du crash. Ils en savaient trop, dit le chauffeur de taxi au journaliste. Ces policiers. C'est pour ça qu'ils les ont virés. L'agent du FBI, Jack Wilcox, arrive à Tacoma pour enquêter. Il passe 16 jours à interroger des témoins et à examiner des preuves. Son rapport au directeur du FBI, J. Edgar Hoover, est daté du 19 août 1947. Wilcox interroge Dahl pendant des heures. Son témoignage est confus et contradictoire. Dahl est visiblement effrayé. « Écoutez », dit finalement Dahl à l'agent. « J'ai vu ce que j'ai vu. Mais si les autorités m'interrogent, je dirais que c'était un canular. Je ne veux plus d'ennui. »« Vous n'admettez pas un canular ?» précise Wilcox. « J'avoue que je dirais que c'est un canular. Mieux vaut être un menteur qu'un fou. » L'enquête officielle de l'armée et du FBI conclut que l'incident de l'île Maury était un canular. Dahl et Chrisman auraient inventé l'histoire pour la vendre à un magazine. Les débris sont constitués de pierres-ponces de plage ordinaires et de scories industrielles. Mais le rapport de Wilcox contient un détail important. Il écrit à Hoover « Dahl n'a pas admis que son histoire était un canular, mais a seulement déclaré que si les autorités l'interrogeaient, il dirait que c'était un canular, car il ne voulait pas d'ennui. » Hoover ordonne la clôture de l'affaire.
Le rapport est classé secret défense pendant 50 ans. Août 1947. Après la mort des policiers et une enquête du FBI, la vie de Dahl bascule dans le chaos. Son commerce est vandalisé. Sa femme tombe soudainement malade sans raison apparente. Son fils, Charles, disparaît pendant 2 semaines et est découvert dans un bar du Wyoming, sans aucun souvenir de son arrivée. Fin août, Harold Dahl disparut. Sa famille prétendit qu'il était parti travailler en Alaska. On ne le revit qu'en 1975. Les voisins parlent de voitures étranges qui se garent près de la maison des Daley la nuit et de personnes en costume sombre qui posent des questions. Ils le surveillaient, raconte un voisin à un journaliste des années plus tard. Après cet incident, Harold a changé. Il est devenu paranoïaque. Il disait qu'il était surveillé. En 1956, Edward Ruppelt, responsable du projet Blue Book de recherche sur les ovnis de l'armée de l'air, publia un rapport sur les objets volants non identifiés. Il y qualifiait l'incident de l'île Maury de canular le plus sordide de l'histoire des ovnis. Mais même Ruppelt reconnaît les bizarreries de l'affaire. Le gouvernement n'a jamais porté plainte contre les auteurs des canulars, même si la mort de 2 officiers aurait pu constituer un motif de poursuite. Pourquoi Dahl et Chrisman n'ont-ils pas été tenus responsables si leur canular a entraîné des décès? Cette question reste sans réponse. 1970. 23 ans après le crash, le sergent Elmer Taft, l'un des survivants du B-25, brise le silence. Dans une interview, il raconte « 1 minute avant l'incendie, les instruments se sont emballés, les boussoles tournoyaient, la radio produisait d'étranges parasites. Je me souviens que Brown avait crié quelque chose à propos d'une lumière étrange, puis le feu s'est déclaré. C'était anormal, trop rapide, trop intense. Taft affirme que la version officielle de la panne mécanique n'explique pas ce qu'il a vu et ressenti cette nuit-là. Quelque chose affectait notre avion, quelque chose qui n'aurait pas dû être là. 1952. Charles Dahl, le fils d'Harold, accorde une interview au journal local. Il a déjà 20 ans, mais la cicatrice sur sa main est encore visible. « Je me souviens de ce jour-là, dit-il. Les objets étaient réels. Ma main en est la preuve. Mon père n'a jamais menti à ce sujet. » Mais après cet entretien, Charles garde le silence. Il refuse de parler de l'incident, change de nom de famille et déménage dans un autre État. Des années plus tard, sa femme raconterait. Il se réveillait la nuit en sueur. Il hurlait à propos de pierres brûlantes tombant du ciel, à propos d'un chien mort. Cela l'a hanté toute sa vie. Après l'incident, Fred Chrisman s'est installé et est devenu enseignant. Mais son nom a continué à apparaître dans des contextes étranges. En 1968, le procureur de la Nouvelle-Orléans, Jim Garrison, a convoqué Chrisman pour l'interroger dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Kennedy, le considérant comme un possible agent de la CIA. Chrisman nie toutes les accusations, mais des questions subsistent. Était-il simplement témoin d'un incident étrange ou partie prenante d'un événement plus vaste? Avant sa mort en 1975, Chrisman laissa derrière lui une lettre énigmatique. L'île Maurice était réelle, mais la vérité est plus complexe qu'on ne peut l'imaginer. 1997, 50 ans plus tard, le rapport de l'agent Wilcox est déclassifié. Les documents le confirment. Dahl n'a jamais admis le canular. Il a seulement déclaré qu'il maintiendrait qu'il s'agissait d'un canular pour éviter de nouveaux problèmes. Les chercheurs découvrent également d'autres détails intéressants. Des références à des traces de radiation, des relevés d'instruments étranges et des matériaux qui ne correspondent pas aux échantillons terrestres connus. Certaines pages du rapport sont encore noircies. Que cachent ces bandes noires? 1975. Le chercheur en ufologie John Keel retrouve Harold Dahl vivant dans le Montana. Dahl, aujourd'hui âgé d'une 60aine d'années, refuse de parler des événements de 1947. « J'ai signé un accord de confidentialité, c'est tout ce qu'il dit. J'ai une famille. Laissons-le passer de côté. » Keel tente de le persuader de dire la vérité, mais Dahl est inflexible. Il meurt en 1982 sans jamais révéler ce qui s'est réellement passé le 21 juin 1947. 2007. Un groupe de chercheurs découvre des fragments d'un B-25 dans un ruisseau près du lieu du crash. James Greyer, un habitant du quartier, découvre des morceaux de la coque de l'avion et un cylindre de moteur. Mais le plus intrigant est un étrange morceau de matériaux qui ne semble pas provenir de l'avion. L'analyse révèle une composition inhabituelle, un alliage qui n'aurait pas dû exister en 1947.
L'armée confisque la découverte, déclarant la zone temporairement interdite d'accès. Il cache quelque chose, a déclaré Grier aux journalistes. Ce matériel ne faisait pas partie de l'avion. 2017. Le Sénat de l'État de Washington adopte la résolution 8648, commémorant le 60e anniversaire de l'incident de l'île Maury. Cette résolution rend hommage au capitaine William Davidson et au lieutenant Frank Brown, décédés lors de l'enquête sur l'incident. La résolution formule les événements avec prudence, observation présumée, événements contestés, mais le simple fait d'une reconnaissance officielle est éloquent. Le sénateur qui a présenté la résolution déclare « Peu importe ce qui s'est réellement passé, ces événements font désormais partie de notre histoire et de notre culture. » 2014. Sortie du court-métrage L'incident de l'île Maury, basé sur des documents déclassifiés du FBI. Le scénariste et producteur Steve Edmiston affirme avoir trouvé des preuves que les faux aveux étaient eux-mêmes inventés. Dahl préférait être traité de menteur plutôt que de fou, explique Edmiston. Le FBI savait qu'il n'admettait pas le canular, mais Hoover a choisi de classer l'affaire. Le film suscite un regain d'intérêt pour l'incident. On commence à se poser des questions. Si c'était un canular, pourquoi tant de secrets? Pourquoi les policiers ont-ils été tués? Que contenait cette boîte? Depuis 2022, la ville de Des Moines, dans l'État de Washington, organise chaque année un festival Men in Black Birthday le 22 juin, le jour où Dahl a reçu la visite du premier homme en noir documenté. Le festival attire des milliers de personnes. Elles arrivent en costume noir, discutent de théories du complot et regardent des documentaires. Cela fait partie de notre histoire, déclare le maire de la ville. Étrange, inexplicable, mais c'est la nôtre. Des chercheurs, des témoins et des proches de personnes impliquées dans les événements prennent la parole lors du festival. Chaque année, de nouveaux détails et de nouveaux documents font leur apparition. Les échantillons de l'île Maury restent controversés. Une analyse officielle du FBI en 1947 les a identifiés comme de la roche volcanique ordinaire et des scories industriels. Cependant, des études indépendantes ont abouti à des résultats différents. Des fragments provenant prétendument du lieu de l'incident ont été conservés dans des collections privées. Leur analyse révèle des anomalies dans la composition isotopique et des traces d'exposition à des températures extrêmes. Ces matériaux n'auraient pas pu être créés avec la technologie de 1947, explique un métallurgiste qui a souhaité garder l'anonymat. De plus, même aujourd'hui, reproduire une telle structure est extrêmement difficile. L'incident de l'île Maury s'est produit le 21 juin 1947. L'observation de Kenneth Arnold a eu lieu le 24 juin. L'incident de Roswell s'est produit le 8 juillet. Tout cela en 3 semaines. Les chercheurs soulignent que 1947 a marqué un tournant dans l'histoire des ovnis. C'est à cette époque que le phénomène est passé du statut d'observation isolée à celui de phénomène culturel. L'incident de l'île Maury était-il le premier d'une série d'événements? Ou s'inscrivait-il dans un contexte plus vaste? Expériences militaires secrètes, tentative de dissimulation de nouvelles technologies. Steve Edmiston, qui étudie l'incident depuis des années, propose sa théorie. En mai 1947, le président Truman a annoncé la doctrine de l'endiguement, identifiant l'URSS comme un nouvel ennemi. L'enquête agressive sur les objets célestes était peut-être liée à la crainte qu'un nouvel adversaire hostile ne survole les États-Unis. Selon Edmiston, l'incident pourrait être lié à des développements militaires secrets ou à des opérations de renseignement. La mort des officiers était une tentative de dissimuler des informations importantes. Même si l'histoire de Dahl était un canular, dit-il, le canular lui-même est frappant par sa complexité et son souci du détail. Nous sommes en 2024. Les nouvelles technologies nous permettent d'examiner sous un jour nouveau des preuves anciennes. L'analyse par intelligence artificielle des photographies du site du crash du B-25 révèle des anomalies. Les experts constatent des ombres étranges, des marques inexpliquées sur l'épave et des marques d'impact incompatibles avec un incendie de moteur typique. Quelque chose affectait cet avion, conclut l'expert aéronautique. Quelque chose qui allait au-delà d'une simple panne mécanique. L'histoire de la famille Dahl après l'incident est celle d'un terreur psychologique. Acte de vandalisme, maladie de la femme, disparition du fils, coïncidence ou pression délibérée. Les chercheurs ont constaté des schémas similaires dans d'autres cas d'ovnis des années 1940 et 1950. Les témoins ont été persécutés, intimidés et discrédités. C'était un stratagème bien rodé,
explique un historien des services secrets. Il s'agissait d'amener le témoin à se rétracter. La question clé, pourquoi l'agent Wilcox a-t-il écrit à Hoover que Dahl n'avait pas avoué le canular? Pourquoi un agent subalterne contredirait-il le directeur du FBI? Wilcox risquait sa carrière, note l'ancien agent du FBI. Cela signifie qu'il était convaincu d'avoir raison. Cela signifie qu'il avait de bonnes raisons. Mais lesquelles? La question reste sans réponse. Les archives personnelles de Wilcox, si elles ont existé, n'ont pas survécu ou sont restées confidentielles. L'incident de l'île Maury, quelle que soit sa nature, a laissé une marque indélébile sur la culture. Il s'agissait de la première mention de Oman Noir, de la première enquête sur les ovnis impliquant les services de renseignement militaire et du premier décès d'officiers liés à la recherche sur les ovnis. Des dizaines de livres, de films et d'études, des milliers de pages de documents, dont certains sont encore classifiés. Cet incident a changé notre perception de l'inconnu, explique le spécialiste des sciences culturelles. Il a créé des archétypes encore vivants aujourd'hui. Revenons au début. 21 juin 1947. 6 objets en forme de beignet au-dessus du Puget Sound. Chute de matière en fusion, un chien mort, un adolescent brûlé. Qu'est-ce que c'était? Une expérience militaire secrète? Un phénomène naturel? Une hallucination collective? Un canular soigneusement planifié? Chaque version possède ses propres preuves et ses propres contradictions. Chacune laisse des questions sans réponse. Le capitaine William Davidson et le lieutenant Frank Brown ont payé de leur vie leur enquête sur l'incident. Ils furent les premières victimes de l'histoire de l'US Air Force. Le 1er août 1947 marquait le jour de la séparation officielle de l'US Air Force et de l'armée de terre. Leurs familles n'ont jamais reçu d'explication complète sur ce qui s'était passé. Les veuves sont restées convaincues jusqu'à la fin de leur vie que la mort de leur mari n'était pas accidentelle. En 2007, les proches ont installé une plaque commémorative sur le lieu du crash. Elle porte une simple inscription, à la mémoire de ceux qui ont cherché la vérité. 67 ans se sont écoulés depuis ce jour de juin. Presque toutes les personnes impliquées sont mortes. Mais des questions subsistent. Pourquoi la boîte d'échantillons a-t-elle disparu du lieu du crash? Qui était l'homme en costume noir? Pourquoi Dahl a-t-il disparu? Que cachent les pages expurgées des rapports? Et surtout, que s'est-il passé dans les eaux du Puget Sound le 21 juin 1947? Aujourd'hui, une fresque illustrant les événements de cette journée a été érigée sur le lieu de l'incident présumé. Les touristes prennent des photos devant, sans toujours comprendre l'histoire qui se cache derrière. L'île Maurice paraît paisible et ordinaire. Pourtant, les vieux pêcheurs évitent encore certains endroits. Il y a un problème avec l'eau là-bas, disent-ils. La boussole est défectueuse. Le poisson ne mord pas. Dans les archives du Pentagone, l'incident de l'île Maury est toujours répertorié comme inexpliqué. La version officielle est un canular. Mais alors, pourquoi certains documents sont-ils encore classifiés? L'histoire de l'île Maury est bien plus qu'une simple histoire d'ovni potentiel. C'est une histoire sur le prix de la vérité, les mécanismes de dissimulation et la facilité avec laquelle on peut transformer un témoin en menteur et la vérité en canular. C'est une histoire qui a commencé le 21 juin 1947 et qui n'est pas encore terminée. L'incident a été officiellement classé comme canular, mais de nombreuses questions restent sans réponse. La mort de 2 agents du renseignement militaire, la disparition de témoins clés et les documents classifiés font de l'affaire de l'île Maury l'un des chapitres les plus mystérieux de l'été 1947. La vérité, quelle qu'elle soit, est enterrée avec les derniers témoins. Mais des documents déclassifiés des décennies plus tard continuent de soulever de nouvelles questions sur ce qui s'est réellement passé ce jour de juin, au-dessus des eaux du Puget Sound. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des nouveautés. Dites-le nous dans les commentaires. Croyez-vous aux ovnis? Peut-être avez-vous vous-même vu quelque chose d'inexplicable.